tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode puisque aujourd'hui c'est un pays vraiment très peu connu et certainement peu compris par beaucoup de monde, moi la première. Donc je suis ravie de pouvoir échanger avec mon invité du jour. Donc je vais laisser te présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 46 ans et je suis à Al Khobar en Arabie Saoudite. Super. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es installée en Arabie Saoudite ? Alors, ça va faire bientôt un an. Ça fera un an au mois de novembre, puisqu'on a dû retarder notre arrivée dû au Covid. Super, oui d'ailleurs on va en revenir. Mais avant ça, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière, comme tu le sais puisque je sais que tu écoutes mes podcasts. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton parcours à toi et à ta famille aussi, parce que tu n'es pas seule en Arabie Saoudite. Je ne dirai pas le nom de la ville où tu te trouves parce que je pense que je suis incapable de le prononcer. Donc je vais continuer à dire Arabie Saoudite à chaque fois. Pas de souci. En fait, donc je suis en Arabie Saoudite effectivement avec mon époux et mes 3 filles, mes 3 grandes filles, qui sont donc en école française ici. Moi, j'avais déjà fait pendant mes études 6 mois à Barcelone avec Erasmus. Et donc, j'ai fait des études de langue. Donc, ça fait très longtemps, vu mon âge, que j'avais envie de partir vivre à l'étranger. Ça ne s'était jamais présenté. Et mon époux a eu l'occasion, il y a déjà 10 ans, de venir en Arabie Saoudite. Il avait déjà fait un séjour de 2 ans, sauf qu'à l'époque, le pays n'était pas ouvert aux femmes. C'était un peu compliqué, en fait, pour réunir la famille. Donc, il faisait des allers-retours tous les 2 mois. Et voilà, donc son contrat s'est terminé. Et quand il a eu cette nouvelle opportunité donc, de venir ici, et que cette fois, il savait qu'il pouvait amener sa famille, on a sauté sur l'occasion. Oui, parce que lui, en plus, il en ramène pas une des femmes, il en ramène 4. Voilà, 4. En plus, j'en ai une qui est toute blonde, donc ça, voilà, on sait qu'on n'est pas du coin. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire de quelle région en France vous êtes ? Alors, on est tous les deux originaires du nord de la France. Moi, je suis dunkerquoise exactement, mais par contre, on habite maintenant dans l'ouest, au bord de la mer, près de Nantes. Ok, super. Et donc, vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école ou peut-être en Espagne ou comment vous êtes rencontrés ? Ah non, non, c'était le meilleur ami de mon frère à la fac. Et donc, voilà, on s'est rencontrés dans l'appartement de mon frère, puisqu'il travaillait, il révisait beaucoup ensemble. Et donc, on s'est croisés par hasard. Et voilà. Le genre d'histoire que moi, j'adore personnellement. Et est-ce que ça ne te dérange pas si je te demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Non, pas du tout. Alors, à la base, il est DRH, directeur des ressources humaines. Et en fait, il travaille dans une société, c'est la SOR. Et donc, en fait, il s'occupe de la gestion de l'eau. Et ici, ils ont des entreprises de désalinisation d'eau de mer pour créer de l'eau potable. Ah, super intéressant. Voilà. Donc, il est arrivé ici pour des missions de ressources humaines en renfort de Saoudiens. C'est ce qui arrive souvent parce qu'en fait, les Saoudiens manquent de connaissances et font beaucoup appel à des étrangers, donc beaucoup d'Américains pour tout ce qui est pétrole et beaucoup d'Européens aussi sur tout ce qui est ingénierie, etc. et aussi ressources humaines. Et ils apprennent avec eux sur place, en fait. Super. Oui, d'ailleurs, pour en revenir très brièvement sur le lien qu'ils ont avec les États-Unis, qui m'a d'ailleurs étonnée parce que je n'étais pas du tout au courant. Bon, je dois l'avouer, je connais rien de l'Arabie Saoudite, donc quand j'ai fait mes recherches, tout était nouveau pour moi. Mais j'ai découvert qu'en 1938, ils ont signé une alliance
stratégique justement avec les Américains qui s'appelle le pacte de Quincy, je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est un échange qui donne accès aux Américains au pétrole contre une protection militaire. Tout à fait. C'est au moment où ils ont découvert du pétrole, en fait, et donc où l'Arabie Saoudite a commencé à devenir un pays relativement riche, enfin tout doucement, au fur et à mesure. Donc oui, effectivement, il y a toujours ce lien assez important entre les Américains et les Saoudiens. D'ailleurs, par exemple, pendant la guerre du Golfe, les Américains avaient leur base aérienne en Arabie Saoudite, pas très loin de où on habite. Les avions décollaient de là, en fait, pour la guerre du Golfe. Et voilà, donc eux, ils continuent. Ici, les Américains ont beaucoup de poids. Ils ont, par exemple, il y a un énorme musée qui a été construit ici dans ma région, qui a été financé entièrement par les Américains. Ils ont beaucoup d'échanges. Mais c'est un échange de bons procédés. Oui. C'est vrai, c'est pas une colonisation, entre guillemets, c'est vraiment un échange de bons procédés. Pétrole contre autre chose, contre soutien, etc. Super. Et pour en revenir aussi sur le fait que tu disais ils prennent l'eau de la mer pour enlever le sel en fait. Donc dis-moi si je dis des bêtises, mais quand je suis allée en voyage à Dubaï, j'avais cru comprendre qu'ils faisaient ça justement pour arroser leurs plantes, etc., etc. Et j'ai trouvé que c'était super intelligent en fait parce qu'on imagine ces régions super sèches. Et au final, comme ils ramènent cette eau, ils arrivent quand même à mettre de la verdure dans les villes, etc. Est-ce que c'est un peu pareil là-haut ou c'est très sec ? C'est un peu pareil. Alors, c'est vrai qu'effectivement, l'Arabie Saoudite, alors on voit ça comme un pays désertique. Oui. C'est vrai, en grande partie. Après, il faut savoir qu'il y a des régions où il y a des montagnes et ils ont de la neige l'hiver. Donc, le climat est très différent. C'est un très grand pays, l'Arabie Saoudite. Donc, le climat est différent en fonction des régions où on se trouve. Après, effectivement, ils ont quand même un problème d'eau. Donc, ils ont trouvé ce système-là pour avoir de l'eau. Alors, le problème, par contre, c'est qu'ils n'ont aucune conscience de l'écologie et qu'ils gaspillent l'eau, mais ça me rend malade quand je le vois, parce qu'effectivement, ils arrosent, mais parfois ils arrosent à 3 heures de l'après-midi, là où il fait 45 degrés, donc ce qu'on ne ferait pas nous en Europe ou ailleurs. Donc, il faut qu'ils apprennent à gérer cette eau, parce que malgré tout, ils ont l'eau de la mer qui désalinise, mais elle ne sera pas éternelle non plus. Donc, il faudra quand même qu'ils apprennent à un moment à gérer l'eau. Mais bon, c'est quand même une très bonne idée d'avoir pris cette idée-là pour récupérer de l'eau potable. Carrément. Et puis après, oui, chaque pays doit prendre le temps de se développer, comme on le disait tout à l'heure offline. Je pense que nous, c'est vrai qu'on a toujours le regard de Français parce que c'est un pays qui est très vieux. Mais on a aussi... moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je me souviens de gaspillage, je me souviens que... Enfin, c'est très, très mauvais ce que je veux dire, mais je me souviens avoir déjà vu mes parents jeter quelque chose par la fenêtre de la voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et pourtant, c'était il n'y a qu'une vingtaine d'années, quoi. Donc bon, voilà. Pour en revenir, avant votre départ, donc du coup, tu disais que ton mari avait déjà effectué 2 ans, donc toi, tu n'avais pas eu la chance de pouvoir voir l'Arabie Saoudite. Mais quand lui, il revenait justement tous les 2 mois, quels étaient ses ressentis par rapport à ce pays ? Alors, c'était contrasté parce qu'en même temps, il était vraiment content d'y aller, même si tout le monde a cru qu'il était parti là-bas parce qu'il avait fait une bêtise au travail et que c'était une punition, mais pas du tout, c'était un vrai choix. Il était content d'y aller justement pour découvrir en fait déjà comment on vivait là-bas. Et puis, il n'y a pas que les Saoudiens, parce qu'en fait, c'est un pays où il y a énormément de nationalités. Alors, beaucoup de gens de l'Est, des Bangladais, des Indiens, il y a aussi beaucoup de Jordaniens. Enfin, il y a énormément de nationalités. Donc, il était très content d'apprendre aussi d'eux et de voir que c'était un pays en devenir. Déjà, il y a 10 ans, il sentait que ils allaient essayer de s'ouvrir un peu plus, qu'il y a un moment, on ne peut pas rester tout le temps fermé comme il l'était. Là, en 10 ans, il a vu un changement énorme. Oui, justement, je lisais qu'ils se sont réouverts au monde seulement depuis 2019 ? Tout à fait. Depuis 2019, ils accordent des visas touristiques. Ça a été suspendu pendant plus d'1 an avec le Covid. Mais là, depuis le mois d'août, on peut à nouveau venir en tant que touriste en Arabie Saoudite. C'est quand même, je trouve ça vraiment énorme qu'il y ait encore des pays à notre époque qui s'ouvrent seulement maintenant et qu'on puisse dire tiens, je vais aller passer 2 semaines en Arabie Saoudite. On n'y pensait même pas. Maintenant, c'est vraiment possible et même ils l'encouragent parce qu'au moment où nous on allait partir, il y avait des campagnes de pub à Paris pour aller visiter l'Arabie Saoudite. Et il y avait eu une exposition aussi sur Alula qui est un site archéologique.
ils essayent vraiment de faire venir et de faire découvrir leur pays aux autres maintenant. Super. Oui, parce que d'ailleurs, je lisais que c'est justement un des pays les plus safe pour voyager parce que le taux de crime est vraiment très très bas. C'est un des pays qui a un taux de crime le plus bas. Ah oui, alors c'est un pays très autoritaire, mais d'un autre côté, voilà, ça, comme tout, hein, il y a du négatif et du positif, mais effectivement, on ne craint absolument rien. En étant une femme, voilà, et moi, donc avec 3 adolescentes, je peux les laisser aller où elles veulent. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je sais qu'il ne leur arrivera rien. On peut se balader avec son portable dans la main, on ne ferme jamais la voiture à clé, on ne ferme quand on part en vacances, la maison n'est jamais fermée à clé. Enfin, il y a très très peu de crimes. Alors, il faut savoir que quand il y a un crime, c'est puni très fort. Donc, voilà, c'est comme pour les enfants. Hein, si on a peur de la punition, on ne le fait pas. Donc, c'est un pays effectivement très safe. Et en plus, ils sont très accueillants. Donc, non seulement on risquera rien, et si on a besoin d'aide, on peut demander à n'importe qui. Génial. Tu sais, de toute façon, moi, je pense que c'est un très grand débat qui est en France. Hein. On sait que tous les crimes ne sont pas punis. Donc, justement, les gens, ils se le permettent. Donc, bon, je ne vais pas dire trop fort ce que je pense, mais voilà, je suis d'accord avec cette mentalité de punir très fortement. Comme ça empêche les gens de le faire. Et justement, l'Arabie Saoudite le prouve. D'ailleurs, pour revenir aussi au fait que c'est connu comme le berceau de l'islam. Et est-ce que tu veux nous en dire justement un peu plus sur comment il est contrôlé et cette histoire de famille, etc. Alors, déjà, moi j'ai appris en venant ici, donc Arabie Saoudite. Saoudite, ça vient du nom des Saouds, qui est donc la famille royale en fait de l'Arabie. Donc c'est le seul pays au monde qui porte le nom de sa famille royale. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant à savoir. Donc avant le pays, donc il y a encore une dizaine d'années, était très très fortement contrôlé par les Moutawa, qui étaient la police religieuse, où là vraiment les femmes ne sortaient pas évidemment sans voile, sans le visage masqué, sans gants. On ne devait pas non plus voir leurs mains. Ouais. Et donc mon époux le disait, il a déjà vu des femmes, on a vu un peu leurs doigts à la caisse du supermarché, elles se sont fait embarquer. Il dit voilà. Après il dit je ne sais pas ce qui leur arrive, mais voilà. Il y avait encore il n'y a pas longtemps des exécutions publiques. Voilà, ça, il faut le savoir. Mais ça a beaucoup changé. Les Moutawa, donc cette police religieuse, n'existe plus. Nous, en tant que femmes, on peut sortir... Alors, normalement, on doit porter une abaya. Alors, une abaya, c'est une sorte de long manteau qu'on enfile, en fait, par-dessus nos vêtements pour essayer de cacher nos formes, entre guillemets. Ça n'est plus obligatoire. Mais c'est une tradition. Nous, en tant qu'étrangers dans leur pays, je trouve qu'on doit respecter leur tradition. Et on porte une abaya, donc on a toujours quand même une jupe longue ou un pantalon. C'est vrai qu'on ne sort pas en short ou en mini-jupe, même si on a l'abaya. Mais voilà, après, on est libre, on ne se couvre pas la tête, on ne se couvre pas le visage, enfin bon, sauf le masque Covid. Mais on est libre, on peut se déplacer toute seule. Ce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas le droit, on était obligé d'être avec un homme qu'on connaissait. Là, mes filles peuvent sortir, je peux sortir. Donc ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup libéré et on n'est pas regardé de travers si on est une femme toute seule et qu'on est juste en abaya et les cheveux découverts. Super. Oui, d'ailleurs, je vais ajouter 2-3 petites précisions de mes recherches. Donc par rapport déjà Saoud, et il y a aussi apparemment ces 2 familles, Wahab et Saoud, qui se sont mariés. Donc ça donne l'Arabie Saoudite. Oui, enfin c'est surtout les Saouds en fait. Ils ont, comme beaucoup d'histoires de pays, à un moment c'était un peu des tribus. Enfin voilà, à la base l'Arabie Saoudite c'était beaucoup des nomades. Et il y a un moment, il y en a quand même qui ont voulu avoir le pouvoir sur les autres. Hein, donc voilà, ils se sont battus, ils ont pris le fort où il y avait le pouvoir, et c'est les Saouds qui ont pris. Et voilà, et donc ils sont toujours au pouvoir depuis. Alors comme c'est aussi les musulmans ont le droit d'avoir plusieurs femmes, donc qui dit plusieurs femmes dit beaucoup d'enfants, et donc en fait beaucoup d'enfants, ils se marient parfois entre eux, entre cousins, donc ils ont réussi toujours à rester les Saouds en place. Voilà, c'est surtout eux qui sont en place depuis le début du XXe siècle. Mmh. Oui, et d'ailleurs, donc je lisais, je vais essayer de pas trop juger, hein, mais une femme qui naît
en fait, elle allait avoir un gardien, donc que ce soit le père, le frère, le cousin, peu importe. Mais elle allait obligatoirement avoir un gardien homme. Et elle n'a absolument rien le droit d'entreprendre. Donc je ne parle pas au jour d'aujourd'hui, mais avant. Elle peut rien entreprendre sans avoir l'autorisation de ce gardien. Donc bon, on est d'accord que c'est absolument pas OK. Mais bon, ils sont en train de changer. J'ai vu qu'en 2011, la femme a eu le droit de vote. Oui. Donc voilà, nous Françaises, on peut s'estimer très heureuses hein, parce qu'on se dit Voilà. 2011, moi 2011 j'étais en train d'être diplômée d'école d'ingénieur, j'étais loin de tout ça. Et donc du coup on l'a déjà dit 2019, le droit de voyager, elles ont aussi maintenant le droit également de voyager sans demander l'autorisation à leur gardien. Tout à fait. Donc, elles ont le droit de conduire aussi maintenant. Maintenant Elles ont le droit de conduire. De faire des études, de travailler. C'est ça. Une chose que j'allais te poser comme question, c'est que donc j'ai lu qu'il y a de strictes séparations des sexes, donc par exemple maison, banque, université, et il y a 2 entrées, une entrée pour les hommes, une entrée pour les femmes. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Pratiquement plus. En fait, on les voit encore. C'est vrai qu'il y a encore certains restaurants, par exemple, c'est une entrée famille. En fait, donc là, du coup, il peut y avoir des hommes, mais parce qu'il y aura la femme et les enfants, et une entrée homme. Effectivement, c'était le cas aussi avant sur certaines plages. Bon, ils vont pas beaucoup à la plage, mais bon, c'était le cas comme ça. Mais maintenant, pratiquement plus. Bon, il y a encore dans les McDo par exemple, il y a encore des endroits où il y a des rideaux, enfin des sortes de petits compartiments avec des rideaux. S'il y en a qui veulent, donc des familles saoudiennes s'isoler, mais ça n'est plus obligatoire. C'est vraiment maintenant, il n'y a plus cette séparation. Alors il y a encore ces mosquées. Dans les mosquées, effectivement, il y a encore des mosquées femmes et des mosquées hommes. Mais voilà, eux, ça ne les choque pas. Au moins, ils sont aussi tranquilles, chacun de leur côté, à la limite. Voilà. Mais par contre, dans les restaurants, les magasins, les malls, les banques, ça n'existe pratiquement plus. Ok, top. Donc du coup, je pensais que c'était important quand même qu'on touche à tous ces petits détails avant que je te demande justement ta réaction le jour où tu as appris que ton mari voulait revenir en Arabie Saoudite, parce que du coup, je pense que tu as dû faire ces petites recherches, enfin, où tu étais déjà au courant de tout ça, comme il y avait déjà... Oui, j'étais déjà quand même au courant, comme il y était déjà allé, et je savais que ça avait changé quand même. Ok, donc du coup, comment tu as réagi le jour où il t'a annoncé qu'il avait cette opportunité d'y retourner? Ah ben, c'est moi qui lui ai dit, allons-y. Ok, donc tu étais 100% pour? Mais bien sûr, de toute façon, après, enfin, des opportunités, quelles qu'elles soient, je trouve que, enfin, elles se refusent pas. Ça faisait depuis qu'on se connaissait, qu'on savait qu'on voulait aller vivre à l'étranger. C'était peut-être pas le pays qu'on aurait choisi de nous-mêmes, mais voilà, non, allons-y. C'est quand on part en expatriation avec une entreprise, c'est toujours très confortable, il faut le reconnaître. C'est une expérience que je voulais faire vivre à mes filles. En plus, donc mon aîné là passe son bac, donc c'était peut-être une des dernières fois où on pouvait y aller en famille. Donc il n'y avait pas à hésiter, quel que soit le pays, il n'y avait pas à hésiter. Et je pense qu'il y a des pays pires que l'Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire pire dans le sens où on peut plus craindre d'y aller que l'Arabie Saoudite. Carrément. Parce que est-ce que tu pourrais nous dire l'âge de tes enfants? Je crois qu'on n'en a pas parlé. Oui, elles ont 16, 14 et 12. Ok, donc oui, tu es parti en contrat d'expat, donc ça veut dire qu'ils te payent les billets d'avion, le déménagement. Est-ce qu'ils te payent le logement aussi? Exactement. Donc voilà, ils payent la scolarité des enfants en école internationale. C'est vraiment, voilà, il faut être honnête, ça fait aussi partie du package. On a une expérience à l'étranger, mais aussi on a un petit pactole pour quand on revient en France. Parce que quand on revient en France, on ne sait pas non plus ce qu'on va retrouver. Mais on sait que voilà, on est loin d'être malheureux, donc il faut aussi le prendre en compte. Ah mais carrément, pour moi je trouve que le contrat expat c'est l'Eldorado de l'expatriation, parce qu'en plus exactement. Tu continues à cotiser pour les retraites françaises, t'as toujours ton statut français, donc t'as toujours tes vacances si je me trompe pas, je pense que c'est pareil pour ton mari. Oui, parce que là voilà, c'est une négociation entre donc l'entreprise française et l'entreprise saoudienne, donc effectivement il a des vacances. Et du coup comment ça s'est passé l'annonce avec ton entourage, parce que du coup j'imagine que eux ne connaissaient pas ce pays. Comme il était parti déjà il y a 10 ans, ça les a à moitié étonnés qu'il y retourne, voilà, parce qu'il savait que son entreprise continuait à avoir des contrats avec l'Arabie. Il est vrai que quand on a dit que nous on y partait, voilà, c'est la réaction de tout le monde. Oh, mais t'es une femme, comment tu vas faire? Tu vas devoir te voiler, tu pourras rien faire, nanana. Bon, après finalement, il savait aussi que moi j'avais toujours eu envie d'aller à l'étranger. Mes filles finalement, elles se sont pris une nuit de réflexion et le lendemain matin, elles ont dit ouais, on y va. Donc
à partir du moment où tout le monde nous voyait contents, surtout les filles, c'est tout, on suit et puis ils disent OK. Après, ils savaient aussi qu'on n'y partait peut-être pas pour très longtemps. Et du coup, comment ça s'est passé? Combien de temps vous avez pris entre le moment où tu savais que vous alliez partir et le moment où vous vous êtes installé? La décision a été prise très 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 rapidement, en quelques jours. Après, on avait décidé de laisser que mon mari parte en premier et de laisser les filles finir leur année scolaire. En plus, il fallait vendre la maison, tout ça. Donc moi, je finissais tout ce qui était voilà, et on devait le rejoindre le 15 juillet. Du coup, nous ne sommes partis que fin octobre, parce qu'on n'a pas pu, à cause du confinement et tout, on n'a pas pu partir tout de suite. Donc mes filles ont commencé l'école en Zoom. Avec donc l'école française de Al Khobar ici, et après on a pu enfin, dès que le président a annoncé qu'il allait peut-être fermer les frontières, on est vite parti. Et du coup, ça n'a pas été trop compliqué avec la vente de ta maison? Vous n'êtes pas retrouvés un peu sans maison? Alors c'était c'était de toute façon prévu. On devait changer de ville. Tout s'organisait plutôt bien. On devait louer juste un petit appartement quelques mois. Enfin voilà. Du coup, on y est resté un petit peu plus longtemps. Et puis après, je suis retournée aussi chez mes parents. Voilà. Ça a été un petit peu plus compliqué. Mais après, voilà, mes filles étaient grandes, on a géré. Et puis bon, après, on est dans l'organisation. Je pense qu'on ne se pose pas vraiment de questions. On regarde toutes les semaines. Est-ce qu'on pourra venir? Ah bah non, ce ne sera pas encore cette semaine. Et puis voilà. Oui, de toute façon, c'était, j'ai envie de dire, c'était une année qui était vraiment très aléatoire pour tout le monde. Exactement. C'est tout. La chance qu'on a eue, c'est que l'école ici était fermée et que les cours étaient en Zoom. Donc, même si les filles étaient en France, elles pouvaient suivre les cours comme les autres. Elles n'ont pas pris de retard. On a juste été séparés pendant plus de 10 mois avec mon mari. Mais bon, c'est tout. Après, on était encore plus contents de se retrouver. Tu m'étonnes. C'est une belle façon de voir les choses. Et du coup, lui, il avait déjà trouvé un logement, du coup? Oui. Alors, lui, il avait un logement sur place. Et puis après, c'est vrai que c'était encore plus confortable pour nous puisqu'il a pu chercher un logement qui était plus proche de l'école. Il a pu faire les inscriptions à l'école, récupérer les livres, les fournitures scolaires, etc. Donc, en étant sur place, on a gagné du temps. Et nous, on est arrivés, tout était prêt. On n'avait plus qu'à ranger nos affaires dans les placards. Et puis, et attendre la reprise de l'école, c'était très confortable. Et moi, j'adore entendre quand c'est le papa qui s'occupe de tout. Ça change. C'est vrai. Il a découvert, parce qu'il nous a jamais autant appelé de Ikea, mais je sais pas, c'est quoi la mesure des couettes, je prends combien d'assiettes. J'adore. Franchement, j'adore. Et du coup, j'arrive pas à m'imaginer exactement à quoi ça ressemble où vous êtes, parce que du coup, est-ce que c'est une grande ville? Est-ce que c'est désertique? Comment c'est un peu? Est-ce que tu peux nous faire un peu voyager? Alors en fait, je pense que c'est ça, quand on est arrivé, quand l'avion a atterri. Alors l'avion atterrit un peu au milieu du sable. On ne sait pas trop. Tout d'un coup, il y a une piste au milieu. On dit OK. Et en fait, il y a des villes ici. Ils vivent pas. C'est plus des Bédouins. Ils vivent plus dans des tentes, quoi. Et c'est ce que tout le monde nous dit. Mais ouais, vous avez une maison, vous avez l'eau courante. Mais oui, en fait, il y a des gratte-ciel. Il y a vraiment. Alors, c'est vrai que les villes, quand on les voit du ciel, c'est une ville au milieu du désert. C'est vrai. Mais non. Là, nous ici, on a une très grande maison. Alors, on vit dans des campandes, qui sont des quartiers résidentiels sécurisés, où tous les expatriés vivent quand même dans ces campandes, puisqu'il n'y a pas si longtemps, il pouvait y avoir des risques d'attentats de temps en temps. Donc, ils voulaient sécuriser leurs expatriés, surtout les Américains, c'est eux qui avaient mis ça en place. Il ne fallait pas qu'il risque d'y avoir des Américains ou des étrangers blessés ou tués sur le sol saoudien. Mm-hmm. Donc, on vit dans des campandes, dans des très grandes maisons. Ces campandes, il y a piscine, tennis, il y a une petite supérette. Et en plus, dans le campand, on peut vivre à l'occidental, c'est-à-dire qu'on peut se balader en short et en t-shirt dans le campand, puisqu'on n'est pas au vu des autres Saoudiens. Donc voilà. Mais donc oui, il y a des maisons, il y a des routes, il y a des trains, il y a des aéroports, il y a tout. Génial. C'est vrai que j'ai fait mes recherches, mais j'ai pas regardé d'images, mais je ferai ça une fois qu'on a fini l'enregistrement. Mais du coup, c'est top parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un espèce de petit village un peu d'expats avec plein de nationalités différentes. Ça doit être super sympa, que ce soit pour toi, pour tes filles. Oui, exactement. Alors, il y a énormément. Alors, il y a assez peu d'Européens, c'est vrai.
beaucoup de Libanais ou d'Égyptiens, enfin des pays qui sont quand même pas loin de l'Arabie Saoudite, mais qui sont eux aussi des expatriés, donc qui vivent dans les compounds. Mais donc oui, c'est en fait quand on croise les gens, on ne sait pas si on doit leur dire bonjour ou hello. Et voilà, donc on parle souvent en anglais, mais du coup, on ne rencontre pas que des Saoudiens, on rencontre plein d'autres nationalités et on peut échanger avec eux, donc c'est encore plus enrichissant. Génial. Du coup, tu faisais quoi comme métier avant de partir? Parce que je crois qu'on n'en a pas parlé. Non, alors moi j'avais été longtemps en congé parental pour m'occuper de mes filles. J'avais repris un travail juste un an avant de partir. Mais bon, je travaillais, j'avais repris un travail dans une grande surface au rayon décoration. Mais j'avais de toute façon donné ma démission puisqu'on devait changer de ville. Donc j'allais dire tant mieux. Et en Arabie Saoudite, pour une femme, pour un expatrié qui n'a pas le visa de travail, c'est compliqué de trouver du travail. Donc, je n'étais pas censée travailler, d'autant plus que je ne parle pas l'arabe, qui reste quand même leur langue aussi, même si beaucoup parlent anglais. Là, j'ai eu la chance, je viens de commencer un nouveau travail au lycée français. Donc, ça, voilà, ça c'est une chance, mais c'est une chance que tous les expatriés françaises n'ont pas. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Donc, c'est un petit bonus. Donc, tant mieux. Donc, ça va me faire ça en plus. Ça va, du coup, tes filles, elles acceptent que leur maman travaille au lycée français? Ah ouais, elles sont contentes, mais elles disent tu vas bientôt aller au lycée plus que nous parce qu'elles sont encore la moitié du temps en Zoom, donc je suis plus souvent qu'elles dans l'établissement. Excellent. Et du coup, l'établissement, il se trouve justement dans ce petit village ou tu es obligée de prendre la voiture? Voilà, c'est pour ça que nous, on habite ici, on est à 1 minute 30 à peu près du lycée. Il est effectivement dans le campement où on est. Génial. Et donc du coup, est-ce que tu dirais que vous passez la plupart du temps, parce que j'imagine que vous avez quand même une vie sociale, est-ce que c'est du coup principalement avec des Français? Non. Non. Là, alors effectivement, bon, c'est vrai que là, je pense que le recrutement a été facilité parce qu'il y a une certaine solidarité et que le responsable du service est français. Voilà. Mais non, là, on voit très peu de Français. En plus, mon mari travaille dans une autre ville qui est à 1h30 de route. Donc, de temps en temps, on voit ses collègues, mais pas souvent. Donc, nous, on a des amis, nos voisins sont égyptiens. De l'autre côté, ce sont des Américains. Mes filles donnaient des cours de français à des petites libanaises ou syriennes. Enfin, voilà, il y a vraiment toutes les nationalités. Donc, à la limite, on ne se pose même plus la question de savoir si on est français ou pas. Et on est plus content de rencontrer des étrangers que des Français, en fait. Oui, non, mais c'est clair. Moi, tu sais, quand je m'étais d'abord expatriée, j'étais un peu contre l'idée de voir des expats français. Après, avec les années, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas une mauvaise chose non plus de voir des expats français. Je trouve que c'est bien justement d'avoir ce mix que tu as. En plus, exactement. Toi, c'est vraiment un mix mondial que tu as. Et ça, c'est pas donné dans toutes les villes. Hein. Non, c'est vrai. Et alors là, du coup, les filles au lycée, c'est pareil, c'est un lycée français, mais il y a finalement assez peu de Français. Donc, elles ont rencontré plein de nationalités. Et quand je les entends parler dans leurs phrases, il y a en même temps du français, de l'arabe, de l'anglais. Ils mélangent un peu tout en fonction des mots qu'ils connaissent. Donc, c'est rigolo. Et puis, voilà, c'est pareil. Les enfants, les jeunes ne se posent pas la question. Et les échanges sont hyper faciles. Ouais, super. Ouais, de toute façon, quand on est jeune, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait. Ouais. Et puis, en plus, du coup, pour ta fille qui passe le bac, est-ce que du coup, elle était déjà confortable en anglais ou est-ce que du coup, ça lui permet d'avoir vu une augmentation dans ses notes, etc. Elles étaient confortables, mais elles le sont nettement plus maintenant. Alors, je vais pas les profs d'anglais sont très bons, mais c'est pas par l'école, c'est par les échanges avec les autres, en fait. 100%. Parce que en France, on fait attention quand on parle anglais. Pas beaucoup de monde ne parle anglais. Dès qu'on a su qu'on partait en Arabie Saoudite, Netflix, c'était en version originale, interdit. On ne regarde plus en version française. Et voilà, on s'est habitué. On essaye de temps en temps. On avait au début institué tous les lundis soirs, on parlait anglais à table. Et voilà, et avec les copains-copines, c'est un peu d'anglais, un peu de français. Mais du coup, elles se posent pas la question. Elles sont à l'aise. Elles essayent de tourner leurs phrases comme elles peuvent si elles connaissent pas le mot. Même si elles sont pas bilingues, parce que ici ils parlent aussi arabe,
et français, ça les aura décontractés, décomplexés en fait sur la langue anglaise. Non, franchement, c'est génial, c'est une super opportunité. Et du coup, est-ce que ce contrat, est-ce que tu sais la durée qu'il a? Je pense qu'on est là que jusqu'au mois de juin 2022. Ok. D'abord, après pour le bac de ma fille, après elle va rentrer faire ses études en France. Bon, elle aurait pu rentrer toute seule, mais on va faire le choix aussi de rentrer. Et je pense que le contrat de mon mari va se finir puisqu'ils sont dans une période justement de saoudisation dans les entreprises. Ils veulent de moins en moins d'expatriés. Ils veulent redonner du travail aux Saoudiens. Il faut que les Saoudiens retravaillent. Parce qu'ils ont perdu l'habitude de travailler, ils veulent se débrouiller tout seuls et voilà, ils veulent essayer qu'il n'y ait plus autant d'étrangers qui ont la main mise sur leurs activités. Donc voilà, ils sont en train de réduire au maximum les expats et donc le contrat, je pense, se terminera au mois de juin 2022. Oui, parce que j'avais cru lire d'ailleurs que c'était en 2014 qu'ils avaient diminué justement tous les expatriés parce que justement le taux de chômage saoudien avait tellement augmenté. Qu'ils avaient dit il faut qu'on arrête de faire venir autant d'expats, mais bon. Exactement, puis en fait, il faut être conscient que les expatriés, ça leur coûte de l'argent. Ils en avaient, ils en ont toujours, mais ils commencent à en avoir un petit peu moins. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont lancé, là, le prince héritier a lancé un énorme programme qui s'appelle Vision 2030, où donc à 2030, ils devraient être un peu plus confortables dans la balance débit-crédit. Et un des grands axes pour récupérer de l'argent, parce qu'ils en ont un peu moins avec le pétrole, c'est le tourisme. C'est pour ça qu'il y a ces visas touristiques. Et au départ, le tourisme, c'est trouver une nouvelle source financière en faisant venir les gens chez eux en tant que touristes et dépenser leur argent chez eux aussi. Super. Ouais, donc du coup, peut-être qu'il y aura moins d'expatriés en termes du côté technique et industriel, mais peut-être qu'ils vont chercher des expats guides touristiques qui parlent la langue française, qui sait, pour augmenter justement le voyage. Peut-être. C'est ce que je leur souhaite parce qu'au niveau tourisme, ils sont pas très au point. Ils ont encore pas mal à apprendre quand même. Voilà, quand on n'a pas été habitué à être ouvert comme ça, c'est pas évident. Et ça, c'est quelque chose où nous, on voit fort la différence. Donc oui, et ils font beaucoup appel à des Européens pour ça, notamment Jean Nouvel, l'architecte assez connu, vient de faire un hôtel dans un site archéologique au nord du pays. Et voilà, on a la chance, Européens et Français, d'avoir cette aura. Et donc, ils font beaucoup appel je dis à nous, à nos compatriotes, pour tout ce qui est touristique. Ah, génial. Et donc, parce qu'il y a eu Covid, est-ce que vous avez quand même eu un peu l'opportunité de voyager un peu dans le pays ou pas encore? Oui, mais c'est vrai qu'on a été un peu bloqués. Alors, dans le pays, oui. En dehors du pays, pas beaucoup. Nous, voilà, les frontières ont vraiment été fermées. Elles commencent tout doucement à s'ouvrir. Par exemple, on est juste à côté de Bahreïn, qui est un pays beaucoup plus libre. De nombreux expatriés et saoudiens vont à Bahreïn le week-end pour aller boire un peu d'alcool et sortir un peu en boîte de nuit. Là, ça s'est rouvert depuis juste quelques semaines. Voilà. Mais on a pu effectivement découvrir des endroits dans le pays. Et on s'est dit tant mieux. Il y a toujours un point positif, c'est que ce Covid qui nous a empêchés de sortir du pays nous a forcés à visiter le pays. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses à voir, rien qu'en Arabie Saoudite. C'est un peu comme en France, on veut toujours aller ailleurs, mais en fait, il y a plein de choses à voir. Et en Arabie Saoudite, le pays est tellement grand, il y a ces paysages tellement différents que ça vaut vraiment le coup de voir. Oui, non, c'est clair. Pour en revenir un peu sur le pays, les températures à l'année, ça se passe comment? Là, nous, on est l'été, on va jusqu'à 48-52. Et l'hiver 25. Ok. Donc voilà. Donc alors c'est des pays où on reste beaucoup en intérieur. C'est vrai que voilà, le beach volley, ça n'existe pas chez eux, c'est pas possible quoi. Du coup, ils font leur sport préféré, c'est d'aller faire du shopping dans les malls parce que c'est climatisé. Ils vont même des fois quand ils ont de la marche à faire, ils font dans le mall, ils font des tours et des tours. Voilà. Donc les températures, c'est comme ça dans la majorité des provinces. Par contre, il y a aussi, par exemple, il y a une province dans le sud-ouest où il y a des montagnes, les montagnes de la Cire. Le point culminant est à 2300 mètres. Donc là, ça arrive qu'il y ait de la neige. Du coup, l'été, il y en a beaucoup qui y vont. Il fait une vingtaine de degrés. C'est très agréable, c'est très vert.
et oui, c'est moins suffocant, évidemment. Super. Et est-ce que tu dirais que la vie sur place est chère comparée justement à l'euro? Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la monnaie, etc. Oui, c'est cher et c'est beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans. Mon mari le disait, c'est beaucoup plus cher en tout ce qui est même restaurant, nourriture. Pourtant, on n'achète on achète peu de produits importés. On essaye de manger local. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même assez cher et ça a beaucoup évolué en 10 ans. Alors, l'essence est toujours très peu chère, ça c'est sûr. Oui. Le plein pour le 4x4, ça coûte 15 €. Ça, voilà. Mais pourtant, c'est beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans. Donc, bon. Oui, moi je me souviens quand j'ai visité Dubaï et ça fait 10 ans, je crois que c'était genre 5 € le plein, un truc comme ça. Enfin, c'était ridicule. Mais bon, 15 € reste toujours ridicule, hein, on est d'accord. Super. Et tu parlais justement de restaurant. Moi, j'adore parler bouffe, hein, désolée, mais j'adore manger. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ton plat, un plat typique que tu adores manger sur place? On n'a pas encore vraiment goûté de plat typique. Quand on fait des soirées dans le désert, ce qu'ils ont souvent, c'est des brochettes de viande légèrement épicées, beaucoup de légumes. Très peu de choses, peu de dessert en fait. Le dessert, je pense, c'est vraiment typiquement français ou européen. Et après, ils ont leur plat typique, surtout au moment du Ramadan, parce qu'ici, c'est vraiment une période très importante, évidemment, pour eux. Le pays vit au rythme du Ramadan pendant un mois. Voilà. Après, il y a beaucoup un peu comme des villes comme New York, beaucoup de nourriture étrangère, beaucoup de nourriture indienne, et puis beaucoup de nourriture américaine. Ils sont pas très healthy dans leur mode de nourriture. Ça, j'en doute pas. Et du coup, ouais, j'allais te poser comme question, est-ce qu'il y en a des expats justement français ou d'ailleurs qui se sont installés pour ouvrir justement un restaurant typique un peu en dehors de la... Alors non, on a par exemple, il y a les boulangeries Paul qui sont du coup très réputées parce que voilà, encore une fois, l'image française, vraiment, il y a une image glamour de la France. Donc le pain français, le raffinement français. Donc il n'y a pas encore de restaurant français. Sans doute qu'à Dubaï, par exemple, il doit y en avoir. Voilà, donc je pense que ça risque de venir après, mais pas encore. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même, quand ils nous entendent parler, vous venez d'où? Vous venez de la France? Alors là, ça y est, on a toutes les portes ouvertes parce qu'on est français. C'est incroyable la chance qu'on a, je trouve, dans beaucoup de pays du monde. Dès qu'on est français, les portes s'ouvrent tout de suite. Ah, mais moi, je pense qu'on a un des plus beaux passeports, hein, oui. le passeport français. Et s'il y en a qui nous écoutent et qui cherchent à ouvrir un restaurant quelque part, et ben voilà, Arabie Saoudite, peut-être une très belle opportunité pour les années à venir. Écoute, moi, j'ai touché un peu à tout ce que je voulais toucher. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. J'aimerais aussi que tu parles peut-être de ton site internet. Mais s'il y a d'autres choses, un conseil à quelqu'un qui veut venir s'installer en Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu leur dirais? Oui, alors moi j'ai créé un petit blog, en fait c'était surtout pour donner des nouvelles à nos proches qui étaient restés, pour pas faire 10 messages WhatsApp par jour. En fait, je racontais un peu, comme ça ils pouvaient nous suivre, et en plus je m'étais dit que ça pouvait servir effectivement pour d'autres expatriés. Si j'ai un conseil, c'est de ne pas avoir peur, hein, parce que voilà, on peut pas avoir peur, et puis au pire ça se passe pas bien, on rentre. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de la condition de la femme, de la manière de vivre. La première chose, je pense, qui m'a étonnée en arrivant ici, moi, c'est de ne pas me sentir si dépaysée que ça. Et tout le monde nous le disait, on disait, en fait, on a l'impression que vous êtes là depuis longtemps, mais je ne sais pas, finalement, on n'est pas si dépaysés. Et en plus, vraiment, on est bien accueillis. Ils cherchent tous à nous aider, à nous faire visiter. Ils sont très, très fiers quand on leur dit qu'on veut découvrir leur pays. Là, moi, je vais commencer des cours d'arabe et ils sont hyper contents aussi. C'est ça, il faut leur montrer que on n'est pas là que pour être expatrié et venir prendre un contrat et venir prendre de l'argent. On est là aussi pour découvrir le pays. Non, c'est clair, vous venez les aider, hein. Vous les aidez à se développer et c'est un échange de bons procédés, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Voilà, et puis voilà, et puis de toute façon, dans la vie, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Si l'opportunité s'est présentée, c'est que c'était le destin. Et voilà, il faut saisir l'opportunité. Et ça, je pense que toute expérience est bonne à prendre.
Donc, il faut pas hésiter. Carrément. En tout cas, c'est une expérience incroyable que vous avez offert à vos enfants. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment génial. Du coup, pour en arriver aux petites questions de la fin que tu dois très bien connaître, c'est si Laetitia d'aujourd'hui devait passer un petit message à Laetitia qui s'apprêtait justement à prendre cette décision de partir en Arabie Saoudite, est-ce que tu lui glisserais un petit message? Je lui dirais, vas-y, tente, sinon tu vas regretter de le faire trop tard. Oui, C'est de toute façon, déjà ça ce que je me dis. de toute façon, vous n'aviez pas vraiment de peur. T'avais pas vraiment de Non, peur? Non. Donc, non, vraiment. Et voilà, là, la seule, vraiment, c'est de me dire, je l'ai fait un peu tard pour nous, enfin, mon mari et moi, mais c'est tellement bien pour nos filles. Et voilà, et quand on a des enfants aussi, allons-y, allons-y. Les enfants s'adaptent mieux que nous. Et au contraire, c'est eux qui nous motivent. Donc, allons-y. Le seul risque, oui, c'est que ça va nous plaire. en situation hors Covid, il y a des vols directs justement de la capitale jusqu'à Paris ou comment ça se passe? Non, Non. alors non, c'est vrai qu'au niveau vol, c'est toujours un peu compliqué. Soit il faut passer par Amsterdam, soit par Francfort, soit par le Qatar. Il n'y a aucun vol direct. C'est vrai que ou alors on peut avoir en direct, mais jusque Riyad ou Jeddah, qui sont des villes de l'autre côté du pays. Donc pour nous, on a eu une escale. Mais bon, ça peut se développer. Là, c'est vrai qu'aussi avec le Covid, les vols ne se sont pas développés, mais c'est pas exclu que ça se développe par la suite. Oui, carrément. Et c'est pas trop cher, ça va? Non, c'est enfin classique. Ouais, Voilà, genre comme tout. à 1000 euros, un truc comme ça? Exactement, oui. Ok, super. Bah écoute, pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? C'est pas vraiment une citation, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Suivons le destin. Voilà, il faut l'écouter et puis se donner un petit coup de pied aux fesses et ça n'en ressort que du bien. C'est clair. Eh bien, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, d'avoir partagé avec nous votre expérience et de nous avoir permis de découvrir ce pays peu connu et qui maintenant, j'espère, nous permet de l'ouvrir au moins sur le tourisme dans un premier temps et puis pourquoi pas un petit peu sur l'expatriation. J'espère et puis voilà, moi je peux donner d'autres conseils s'il y a besoin sans souci. Oui, de toute façon, je mettrai le lien de ton site internet dans la description du podcast. C'est parfait. Très Super. bien, merci beaucoup. Merci.